Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut... On reprend donc avec ce panel que j'ai le plaisir et le privilège de modérer. Donc, mon nom est Gilles Yabi, je suis de Wati, qui est donc un think tank citoyen de l'Afrique de l'Ouest, basé à Dakar. C'est un immense plaisir, c'est un immense bonheur d'être à ce sommet d'Africtivistes. C'est un plaisir déjà d'être à Abidjan. Je crois qu'on a vu avec les interventions depuis ce matin l'énergie qui s'est dégagée. En écoutant mon ami Luther Yameogo tout à l'heure de la BAD, je me suis dit que clairement le fait d'être à Abidjan lui avait fait beaucoup de bien. On sent beaucoup d'énergie. En écoutant bien sûr le rap tout à l'heure, je me suis dit également que ce sommet est déjà très bien parti. Donc un bonheur toujours d'être ici de retour à Abidjan. Et un grand merci à Africtivistes, aux organisateurs, à Cheikh Fall, à Aïcha, Dabo et toutes les animatrices et tous les animateurs d'Africtivistes de m'avoir convié et à travers moi d'avoir convié Wati à cet événement. Je voudrais remercier au nom d'Africtivistes et de tous les organisateurs, les intervenants donc, dans cette première discussion, cet échange sur le thème de l'intégration, disons, des technologies de l'information et de la communication dans les politiques de développement en Afrique. Thème très vaste. On va essayer de circonscrire quelque peu la discussion en partant des expériences professionnelles de nos invités. Donc, je voudrais saluer la présence. Je vais commencer, une fois n'est pas de coutume, puisque le panel, là encore, une fois n'est pas de coutume, n'est pas simplement paritaire, il est plus que paritaire aujourd'hui dans le sens où on a une majorité de femmes et je m'en réjouis. Et donc je vais commencer par la minorité, Monsieur Japhet Omojuwa, qui est donc activiste, acteur, disons, de la société civile au Nigeria. Je vais lui demander, en prenant la parole tout à l'heure, de nous dire en quelques minutes ce qu'il fait au quotidien, sur quoi il travaille et quels sont ses engagements au quotidien au Nigeria notamment. Je salue la présence de Madame Valérie Nadège Traoré Goué du ministère de l'économie numérique en Côte d'Ivoire, représentant donc aussi ici le gouvernement, ce qui traduit l'engagement du gouvernement ivoirien sur cette question du développement d'Internet en Afrique. Merci d'être avec nous. Je salue la présence de Madame Uyoyo Edosio, qui s'occupe justement des technologies de la communication à la Banque africaine de développement, donc basée ici à Abidjan. Thank you. Happy to have you here. Merci beaucoup. Je remercie et salue également la présence de Madame Mireille Ondji Boté de l'Autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, institution généralement indépendante, mais en même temps qui joue un rôle clé dans la régulation des télécommunications. Merci d'être avec nous. Et je salue enfin la présence de Madame Gertrude Koné-Douyéré de l'Union nationale des entreprises de télécommunications de Côte d'Ivoire, l'UNITEL. Merci d'être avec nous. Alors, on a seulement 1 heure d'échange, donc ça va aller très vite. Donc, on va entrer directement dans le vif du sujet. Je propose qu'on ait cette conversation en 3 temps. Un premier temps, au fond, en vous demandant, puisqu'on est dans une dynamique aussi positive hein, depuis ce matin, on ne va pas commencer par les défis et les problèmes, on va commencer par les avancées. Et je vais vous demander peut-être de nous dire, de votre point de vue, quelles sont les principales avancées, quels sont les principaux progrès qu'il y a eu, soit dans le pays que vous connaissez le plus ou dans la région en termes d'intégration des technologies de la communication dans les politiques de développement. Et à nouveau, en prenant la parole, je vous demande aussi de nous dire juste qu'est-ce qui vous occupe vraiment au quotidien, quelle est votre activité. Donc, on va commencer par ce tour de table et je vais peut-être commencer par Madame Uyoyo Edosio. Quelles sont les principales avancées de ces 2-3 dernières années? Ok, je vais parler en anglais, s'il te plaît, pour mieux communiquer, mais je comprends français. Ok, ok. So,
in my line of work, I look at digital infrastructure, digital services, digital entrepreneurship, and skills development. So those are the things I cover, and I cover across Africa. Now, from this position, what has been really impressive in Africa, there are a lot of things. But first, we'll start with the mobile phone proliferation. I mean, right now in Africa, more than 77% of the population can boast of a SIM card. This was not the case a decade ago, and this is something that is very, very impressive. Now, riding on mobile phone proliferation is mobile money, which countries like Kenya, in East Africa, and even in Cote d'Ivoire here, we have the Wave, we have Orange Money. We have found a new medium for our digital identity, which was not in existence before, using the mobile phone. And beyond that, we've moved on top of that for financial services. Very, very impressive what Africans are doing. The last thing that is very impressive is the startup community that is growing. So despite the challenges that many Africans face in their education, right now on the continent there are at least 5 unicorns. Unicorns are organizations, technology organizations, that have risen at least $1 billion. And we have about 5 on the continent, which has happened within the last 5 years. It is very impressive the way things are going, and I'm so I'm impressed about the future. The opportunities for us are the youths. The population of Africa, our youths, is our strength. These youths are not ignorant like the past. They have information, they have the internet. So it's very different from what we had in the past. The youth are more equipped more than ever before, and the future for the continent is way, way, way more interesting than before. As a bank, we have invested in the past 8 years about $1.3 billion in the ICT sector alone, looking at connectivity, looking at promoting digital skills, entrepreneurship, and now more recently, we're looking at creating investment funds for enterprises to gain access to. This is something we're working on in Cote d'Ivoire, in Nigeria, we are doing that, in Rwanda, and we're going across the continent using private venture funds. So I will pause here, and I would like my colleagues speak. Maxime. Merci beaucoup. Oui, je pense que vous pouvez passer le micro à Madame Koné. De votre point de vue, quelles ont été les principales avancées de ces dernières années? Merci beaucoup et merci à Affectivis de m'avoir invité. Je suis certes directeur exécutif de l'Union nationale des entreprises de télécommunications, donc qui comprend les principales entreprises de téléphonie mobile, mais je suis également ici au titre en ma qualité de présidente de la Commission économie numérique et entreprises digitales de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, entendez par là le patronat ivoirien. Et donc, vous comprendrez, ces précisions, c'est pour vous permettre de mieux comprendre l'angle sous lequel j'interviens. Alors, en matière d'avancée, je pourrais dire, je me concentrerai sur la Côte d'Ivoire et je dirais qu'il y a d'abord le développement des infrastructures qui a été possible grâce à l'implication du gouvernement et des opérateurs de téléphonie mobile. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on a une bonne couverture du territoire. Et en Côte d'Ivoire, pour 25 millions d'habitants, on a une cinquantaine de millions d'abonnés à la téléphonie mobile. Ce qui a permis justement le développement de l'Internet mobile, qui fait qu'aujourd'hui, on peut quand même pouvoir utiliser Internet un peu partout. Une autre avancée est le développement des services numériques. Et ces services numériques, c'est surtout grâce aux efforts du secteur privé qui ont encouragé, qui ont impulsé la dynamique en matière d'innovation, de création de services qui sont adaptés aux besoins de la population. Une troisième innovation, une troisième avancée à mon avis, c'est le développement de l'inclusion financière. Donc le mobile money a vraiment aidé à réduire le gap en matière d'inclusion financière. Donc aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire se targue d'approcher les 50%, il est clair que c'est grâce au rôle important joué par le mobile money. Et enfin, je dirais qu'il y a également pour la Côte d'Ivoire les réformes qui ont eu lieu depuis 2012, qui ont été entreprises 2012,
les réformes au plan institutionnel, les réformes au plan juridique, qui ont permis un meilleur encadrement des TIC en Côte d'Ivoire. Et ça se voit par les lois qu'il y a eu, notamment au niveau des transactions électroniques, de la signature électronique, de la protection des consommateurs, parce que c'est très important d'avoir des lois qui protègent le consommateur dans l'utilisation des TIC, et des efforts qui ont été entrepris au niveau du renforcement de capacités, développement de programmes qui ont permis vraiment d'amener l'usager à mieux s'approprier les TIC. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Je crois que c'est très clair et on va sans doute revenir sur certaines de ces avancées. Juste à côté de vous, le point de vue d'une autorité, cette fois-ci de régulation, est-ce que là aussi il y a des progrès particuliers qui ont été faits sur la régulation du secteur? Alors, merci de me donner la parole. Je suis Mireille Beauté, actuellement chef de service numérotation et ressources Internet à l'RTCI chez le régulateur des télécommunications et des TIC. Et c'est un plaisir pour moi de participer à ce panel parce que j'ai travaillé pendant près de 5 ans dans une plateforme qui s'appelle IGC, Initiative pour la gouvernance de l'Internet, qui était une plateforme qui regroupait à la fois la société civile et également le gouvernement. Donc je suis très heureuse de participer à ce panel et pour répondre à la question, en termes d'avancée en matière d'intégration des TIC en Côte d'Ivoire, le pays que je connais le mieux, au niveau du gouvernement, je note qu'en 2012, un projet dénommé e-Gouv de gouvernance électronique a permis d'intégrer véritablement les TIC au niveau des administrations publiques, au niveau des ministères. Et aujourd'hui, par exemple, le gouvernement a un site internet www.gouv.ci qui permet d'avoir l'actualité en temps réel de tout ce qui se passe au niveau du gouvernement. Et tous les sites internet aujourd'hui sont interconnectés via un intranet gouvernemental. Tous les sites internet ont des mails professionnels. Tous les ministères ont des mails professionnels. Tous les ministères ont des sites internet sur lesquels il est possible d'avoir en temps réel des informations sur des procédures administratives sans avoir forcément besoin de se déplacer. Pour moi, c'est une réelle avancée. C'est véritablement un moyen de communication qui brise les barrières entre le gouvernement et les citoyens. Et aussi, deuxième avancée que je note, comme Mme Koné l'a dit, c'est le cadre institutionnel. Et d'ailleurs, l'RTCI est le fruit de cette avancée parce que nous avons été créés en 2012 pour renforcer le cadre réglementaire de Agence des télécommunications. Nous sommes devenus autorité de régulation des télécommunications et des TIC de Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, nous avons comme mission de gérer le DNS, le point CI de la Côte d'Ivoire, de gérer le point d'échange Internet, le CIVIX de la Côte d'Ivoire. Et justement, dans nos missions, nous avons la charge de la lutte contre la cybercriminalité en Côte d'Ivoire à travers la plateforme de lutte contre la cybercriminalité qui est le fruit de la collaboration entre la RTCI et la police nationale. Donc je voudrais vraiment mentionner ces deux choses. À côté, bien sûr, de ces missions, il y a la mission de gérer les transactions électroniques. Mais ce qu'il faut relever, c'est que l'État s'est vraiment intéressé à la question des TIC au point de nous confier la régulation des TIC dans notre pays. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que le fait que vous ayez souligné le fait que les ministères aient tous des emails professionnels et fonctionnels, ce n'est pas anodin parce que ce n'est pas toujours le cas. Et je me demande si toutes les autres institutions publiques ont également, disons, fait cet effort parce que souvent, par exemple, les sites des assemblées nationales dans la région, on est parfois un peu désespéré de ne pas avoir un email qui soit professionnel et lié à l'institution. Mais on reviendra peut-être sur les défis. Merci beaucoup à nouveau, madame. Jafet Amodjoua, merci de partager aussi avec nous. D'abord, peut-être ce que vous faites au... Vous avez la traduction? Oui, d'accord. Alors, je vais essayer de ne pas aller trop vite. Merci peut-être de partager d'abord avec nous ce que vous faites au quotidien comme acteur de la société civile au Nigeria et de nous dire, selon vous, quelles sont les principales avancées qu'on peut noter au Nigeria au cours des 2-3 dernières années en termes d'intégration des technologies de l'information.
Merci beaucoup, Monsieur Moderator. Bonjour à tous. Je suis heureux et ravi d'être ici. Je voudrais parler en anglais parce que... C'est autorisé, mais merci pour l'effort. Je suis un peu français, même si j'aime parler français. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you. I'm learning French, so this is my first opportunity to test Alpha HalfCom. I'm very excited to be here, and a lot of the speakers already spoke about the progress that has been made, that is currently being made. Donc, je n'aurai pas répété ce qu'ils ont dit, mais je vais parler de pourquoi est-ce que nous faisons ce progrès. Ce qui est très fondamental pour ce progrès sur notre continent, il y a le changement de comportement et la manière dont nous voyons la technologie sur nos continents. Cela ne vient pas seulement des citoyens, mais ça vient aussi du gouvernement. Il y a les institutions et le gouvernement. Et BAD ici, la Banque de développement africaine, c'est pour ça que j'aime bien quand le modérateur a parlé de ça. Selon moi, j'espère que je ne parle pas très rapidement. Selon mon point de vue, les trois facteurs qui... Le premier facteur, c'est la capacité. La capacité de nos gouvernements, la capacité et la capacité de nos peuples. Avec cette capacité, nous comprenons et nous savons ce que, et parlant culturellement, nous avons une attitude particulière. La deuxième chose, selon moi, c'est l'opportunité. Si vous ne donnez pas l'opportunité aux gens pour qu'ils fassent le changement, ça serait difficile. Donc, si vous donnez l'Internet et si vous donnez l'accès à l'Internet, comme BAD le fait, si vous donnez l'opportunité de réduire l'accès et vous donnez l'opportunité pour que ce comportement change. Et la dernière chose, c'est la motivation. Maintenant, ce dont je fais attention, c'est l'exclusion financière. Je ne suis pas en train de suggérer la conjection, mais je pense qu'il devait y avoir une relation entre ceux qui sont exclus selon le nombre de pauvreté ou bien le taux de pauvreté qui existe. Au Nigeria, il y a plus de 8 millions de personnes qui sont en pauvreté. Il y a une très grande relation entre ces deux. C'est pour cela que je suis très motivé en voyant le changement dans le comportement des Africains. Le Nigeria a déjà donné sa monnaie digitale numérique, le e-Naira, et c'est généralement avec le Nigeria. Malheureusement, le gouvernement n'est pas tellement honnête, mais je crois que si nous devons implémenter le e-Naira ou bien la monnaie numérique, ça nous donne l'opportunité et cela peut exclure ceux qui n'ont pas trop les moyens et certaines personnes ne pourront pas avoir tellement accès. Et si vous avez la motivation est déjà là, donc du coup ça serait un peu difficile pour eux.
mais tout le monde a la capacité de pouvoir utiliser et de pouvoir utiliser cela pour produire ce qu'ils doivent manger, ce qu'ils doivent utiliser. Et particulièrement, ce que j'aimerais dire, il y a beaucoup de progrès pour plusieurs raisons sur tout le continent, surtout dans le domaine numérique. Par exemple, le montant a augmenté de plus de 2 millions de naira. Je ne connais pas tellement les nombres, mais selon ces nombres. Et il y a beaucoup de raisons pour lesquelles, pour le futur, même si, et je suis sûr que nous allons avoir des solutions pour cela. I would like us to know you well. Can you please tell us about, briefly about what you do in Nigeria in this field, so that we know you a little bit? Thank you so much. Comme je l'ai dit, I'm JJ Omojoa. I'm a blogger and author. Alors, je travaille dans le... Je travaille dans... Si vous avez lu mon livre, vous allez voir que je suis plus un peu capitaliste. Si vous avez lu le book Digital, le nouveau code du monde, qui a été laissé en 2019, vous allez voir que mon intention c'est de capturer l'attention, c'est d'avoir l'attention de plusieurs personnes, un peu partout en Afrique, spécialement ce qui se passe à Akosi et l'impact du digital, du numérique. Alors, généralement, je travaille dans l'éducation des personnes. Alors, j'ai parlé du progrès. Lorsque j'ai commencé à passer, à faire des publications sur Facebook, c'était un peu difficile de parler ou de faire face à certains gouvernements parce que les gens étaient un peu effrayés. Et comme je peux le dire, je suis très ravi d'être parmi les personnes qui n'ont pas peur de faire face à ces défis. Alors, comment il faudra donc changer les mentalités? Il y a des manières pour changer les mentalités, changer le comportement des personnes. Merci. Thank you so much. So thank you so much. So we're going to hear about the interview, the point of view of the Ministry of the digital field in Ivory Coast. So thank you to the participant. I'm Nadej. I'm so happy to be there. So when it comes down to the progress, we can say that we have made a lot. Mrs. Kone and so I would say that on the African level, we are far from the area when we were looking for another solution for the digital. So today, the first option that you have when you need to pay your bills, the first option that you have is to pay online. So for somebody who wants to purchase, to make a purchase, the person will need to want to go through the post office.
So we can say that we have made a step forward when it comes down to digital system. There are so many years ago, maybe this was not the case. It was not systematic. But now, before talking about project, we have to think about what the private sector will be doing. So what the ecosystem actors will be including in this project. So today we are satisfied for going together with the different actors, so as to take into account all the different sectors. This is a progress, but it didn't come forcibly from the ministry, but together we could decide about these strategies, about a detailed action plan. This is a progress. Another progress that we can notice is that we started 2 or 3 years ago to target internet governance. We say that we have to implement something, but the objective of the Ivory Coast government is to empower digital so as to improve the well-being of the population. So how is the population going to be at ease if it is not going for this digital? How children at school will cope with the digital system? So we are going slow by slow, but we're going slowly, but we concluded that if all actors are all together, we'll be able to target to reach the well-being of the population. So this is more or less the, in a few words, the progress that I can highlight. Thank you so much, Mrs. I think this roundtable intervention will allow us to know about what has been done. So, of course, the youth here in Ivory Coast has the impression that things are not working on from the government side. So this is very important for us to have a clear-cut idea of what is going on. So now we're going to go straight to the challenges which allow us, what will allow us to move on is the identification of the problems. She just mentioned the necessity of this of the contribution of these policies to the well-being of the population. So in a field like this one, it's very important for all public policies. Is it part of the program? I would like to ask each one of you if I would like to ask each one of you for the different challenges that you've been encountering. I will start with Mrs. Oyodo. Merci infiniment. En ce qui concerne le défi, quand vous regardez l'Afrique, il y a beaucoup de défis socio-économiques. Nous avons une organisation qui donne des subventions. Alors, par exemple, quand vous allez vers le gouvernement et vous dites que vous avez des prêts pour le domaine de TIC, ils vous diront que non, il y a des personnes qui ont besoin d'éducation. Alors, ce que nous avons fait dans les banques, c'est que nous avons appliqué une stratégie particulière.
Nous avons donc implémenté. And our vision is Et notre vision, c'est que dans notre continent, nous pouvons atteindre plus de 9 millions de personnes. Dans ce que nous disons dans le gouvernement, nous aimerions aider, nous voulons aider avec la technologie. Et nous les montrons par les montrer les résultats et les infrastructures que nous arrivons à donner. Nous donnons des formations sur tout ce qui est numérique. Nous faisons ces formations et nous allons chez le gouvernement et nous discutons avec eux. Et nous leur disons que nous avons pu avoir ces entrepreneurs dans quelques années, mais seulement nous n'avons pas ça, mais il y aura plus d'amélioration. Et à cause des évidences, nous voyons que l'ICT, nous aimerons avoir des prêts et nous avons nous n'avons pas des données qui concernent la nouvelle Cotonou. Et avec Covid, nous avons vu beaucoup d'enfants qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, ils n'ont pas eu le e-learning. Certains n'ont pas eu la possibilité d'aller à l'école à cause de l'inaccessibilité de tout ce qui est numérique. Pas seulement avec ça, mais avec... Maintenant, nous pouvons discuter avec le gouvernement pour trouver des solutions à ces problèmes. Des fois, vous pensez que certaines personnes, peut-être qu'ils ne peuvent pas utiliser Alors, la COVID a déjà poussé le gouvernement à réfléchir sur la stratégie pour pouvoir permettre aux personnes de se développer. Alors, je voudrais m'arrêter là pour le moment. So, thank you so much for highlighting the opportunity that is linked to the crisis. The pandemic, the health crisis have really pushed people to think. Madam Kone, you said right now that you are really implied into everything that is dialogue with anything that is politics in Ivory Coast. What are some of the challenges that with the government to move faster and some of the solutions to move faster? So I will say that some of the challenges are on different levels simply because the private sector is evolving quickly. It is us that create the wealth and the riches, and we would like to move forward a bit quicker. And we were waiting for all those procedures to move on, and sometimes there are some difficulties. And the first challenge, when private sectors make sure they have the digital around government, they must have the same technology, and having digital supplements that thinking about the way, changing the way you have to think, not think about just equipment, but also thinking of how to develop and help people to use that, instead of just thinking of building a health center, how the digital can help take care of the health of people. And we can see that here it comes to something that changes, and that's the first change. We have to use the digital in government, in political side. And the second
It is the development of the new technologies. That's ICT. Because ICT is something that is really important that we can use in different levels. For example, if you want to use the way we use water and electricity, there must be accessibility to use ICT also simpler. It simply means that when we build houses, we must sensitize the other people to get to know whatever that concern ICT so that it can be used in their daily lives. And we have to have something we call a legislative that is really active. We must anticipate. Today we talk about blockchain, we talk about artificial intelligence, we talk about drones. The question is, do you think that legislative that really help to do those things in our continent? And we can see that it is a big challenge. Another challenge is we have to see the digital maturity in our continent. It simply means that we have to get some equipment, not only equipment that will come from the administration, but from the population, which we can make it accessible to the population. For example, in Ivory Coast, we have 5,000. We must know how many users really master the use of anything concerning ICT, something like 4G and 3G. People must be aware of how to use those things. The number of people that have access to 2G or 4G, what do they use it for? How do they exploit that? How do they develop their capacity to produce and to use that really well? And it is in that way that I'm really concerned about, so that we can build different things for the administration, for enterprises, and also for the population. On private sectors, we have built a system that help enterprises how we can use the ICT, how they can think about how they can make sure the employees can take advantage on professional side of ICT and professional and social life. And we need to use all those things in order to really develop and evolve, and how employees really use those things really well. And there are different criteria that we can use to really develop that. The next of the challenges is the construction of the capacity of the skills. In Côte d'Ivoire, we are really advanced on a lot of things on competencies and skills, but it's just concerning what is ICT. What I'm trying to explain, or what is my concern, all people that are into partnership or that want to help for the development of the continent, they are just concerned about talking about coding, programming, and all those things. And I always ask, why do they want to be involved in programming and just coding? Is that the only thing that we need? We need people that should be in cybersecurity. We need specialists in almost all the fields of ICT, in drone, in blockchain, and what do we do with all that? We just finance things that we just finance domains that are not that really important. That do not meet the needs of our continent, our
country, and we need to build the capacity in order to help the population. There is technology, but there is human. Thank you very much. Merci, madame. Je pense que l'audience salue. I think that the audience is much more at ease because we have a lot of messages. That we have very important, interesting proposals in the saying. So, j'imagine que vous êtes aussi responsable de la question de la concurrence, de la question des coûts. Dans beaucoup de pays de la région, on fait des progrès dans l'accès, dans la couverture, mais il y a un problème de coûts. Il y a des pays qui augmentent même les coûts d'accès à Internet. De votre point de vue, quels sont les défis en matière de régulation en Côte d'Ivoire? Alors, je pense que les intervenantes précédentes ont fait mention de cela. Pour moi, le premier défi, c'est les besoins basiques. Un citoyen qui n'a pas accès à l'eau potable, qui n'a pas accès à l'électricité, qui n'a même pas un centre de santé où se faire soigner, qui ne peut pas aller à l'école, à qui on tend un téléphone et on dit qu'il y a la 4G, je ne sais pas ce qu'il va en faire. Donc pour moi, le premier besoin, c'est vraiment l'accès à l'eau potable, l'électricité, la santé et l'éducation. Pour moi, ce sont les premiers besoins. Et ici en Côte d'Ivoire, par exemple, en début d'année, on a eu des problèmes d'électricité et la population se plaignait quant à la qualité de service. Et la réalité était là. Sans électricité, les équipements de télécommunication ne peuvent pas fonctionner. Donc notre premier défi, c'est cela. Au niveau de la qualité de service, comme je le disais tantôt, nous travaillons en tant que régulateurs, bien évidemment, avec les opérateurs. Et en Côte d'Ivoire, il faut reconnaître qu'il y a eu une très grande avancée, tant au niveau de la qualité de service qu'au niveau des coûts. Les coûts aujourd'hui pour l'accès à Internet sont vraiment très, très, très abordables. Et un autre de nos défis, c'est l'amélioration du taux de couverture. Bien sûr, dans une zone où il n'y a pas d'électricité, où les opérateurs n'ont aucun avantage concurrentiel à y aller, ils ne vont pas déployer d'équipements et ils ne vont pas couvrir cette zone. Donc, il y a bien sûr des zones où il n'y a pas de réseau, ni 2G, ni 3G ou la 4G, où l'État travaille avec les opérateurs pour que les équipements puissent y arriver. Et un autre de nos défis en tant que régulateur, c'est que le consommateur également puisse connaître ses droits. Parce qu'on ne peut pas parler de régulation sans que toutes les parties ne puissent jouer leurs différents rôles, sans que le consommateur ne sache quels sont les droits qu'il a dans le secteur. C'est pour cela d'ailleurs que depuis 2 ans, oui, nous organisons des campagnes de sensibilisation auprès des consommateurs pour leur parler de leurs droits, mais pour leur dire également les procédures qu'ils doivent utiliser lorsqu'ils estiment qu'ils ont été lésés par rapport à un service d'un opérateur ou d'un autre. Parce que bien évidemment, en tant que régulateur, nous ne créons pas de texte, nous ne créons pas de décret, nous ne faisons qu'appliquer les textes en la matière. Donc il y a des procédures qui sont inscrites dans les textes, dans les lois, que les consommateurs doivent connaître et qu'ils doivent saisir lorsqu'ils estiment qu'ils sont lésés. Et dans ce même ordre-là, nous sommes en train de développer une application qui va permettre à chaque utilisateur d'exprimer son ressenti d'utilisateur. Ça s'appelle la qualité d'expérience d'utilisateur, parce que pour améliorer la qualité de service, comme je le disais tantôt, nous faisons des audits réguliers sur les réseaux des opérateurs, mais nous avons également besoin de savoir quel est le service que l'utilisateur reçoit. Donc, nous sommes en train de développer ce genre d'application pour vraiment être au contact également des consommateurs, parce que cela fait partie aussi de nos missions, travailler avec les opérateurs, mais travailler également avec le consommateur et protéger ses droits. Merci beaucoup. Jafet, vous avez mentionné tout à l'heure l'INAERA, le lancement de l'INAERA il y a quelques semaines seulement. Je pense que c'est très intéressant. Bon, même si on peut se poser la question de ce que ça signifie pour le fameux projet de l'éco au niveau ouest africain, puisqu'on est dans une dynamique officielle d'intégration monétaire. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a aussi au Nigeria une envie, disons, de
se connecter à la région, de s'intéresser, de créer davantage de liens avec les autres pays de la région, le Nigeria étant la locomotive de l'Afrique de l'Ouest. Et bien sûr, la question plus générale sur les défis que vous voyez aujourd'hui comme étant les plus urgents, les plus importants pour le Nigeria dans le domaine de l'accès à Internet et de ses usages. Thank you very much, Monsieur Moderator. I think that on account of the progress that we've made already, we have to... Concernant le progrès que nous avons pu faire, nous pourrons dire que la raison pour laquelle nous ne sommes pas allés au-delà de ce que nous avons effectué là, on va dire que le problème se situe au niveau du gouvernement. Alors je pense que c'est gênant et c'est vraiment dégoûtant. Un pays comme le Nigeria, c'est inadmissible de voir un pays comme le Nigeria avec tant de jeunes fougueux exprimant leur talent. C'est vraiment inadmissible de voir un pays comme le Nigeria bloquer cet enthousiasme, bloquer ce processus. C'est un problème d'ordre économique. Le gouvernement est en train de bloquer ou de créer une sorte d'obstacle aux citoyens. Donc le gouvernement arrête donc littéralement les citoyens dans le processus de recherche d'argent. Je ne parle pas de façon abstraite, je parle de façon réelle, je parle de la réalité. Au-delà de cela, en réalité, au-delà de Twitter, de cet arrêt d'accès à l'information via Twitter, je dirais que les gens craignent ce qu'ils ne connaissent pas. Est-ce parce que nous ne comprenons pas quelque chose que nous pourrons dire que cette chose est dangereuse? Alors vous bloquez la crypto-monnaie. Alors vous supposez qu'il s'agit de blanchiment d'argent. Est-ce que le blanchiment d'argent a arrêté après avoir empêché le système en processus? Vous dites que c'est utilisé par les terroristes. Puisqu'ils ont déjà bloqué l'accès à ce réseau, est-ce que le terrorisme a cessé? Y a-t-il une relation de cause à effet entre le terrorisme et la crypto-monnaie? Je pense que ceci a été causé premièrement par la peur de l'inconnu. Et c'est la raison pour laquelle l'inclusion est quelque chose de très important. Et quand nous disons que les femmes doivent être incluses et pour développer, pour le développement, il ne s'agit pas de mots justes. C'est pas pour plaire aux gens. C'est en fait une stratégie, c'est stratégique. Parce que quand vous avez une communauté de 10 personnes, et vous avez 5 femmes, et vous avez 5 hommes, et lorsque un de ces hommes qui sont âgés de moins de 20 ans,
Et lorsque vous avez une autre personne qui est dans la trentaine, une autre femme qui est dans la trentaine, et un autre homme au-delà de 30 ans, et qu'est-ce que cela ça amène une sorte, cela crée une sorte de divergence. Parce que, quelle que soit votre intelligence que vous avez en tant qu'une personne, votre intelligence sera modérée. Votre intelligence sera guidée par votre âge. Il y a des idées. Il y a des choses auxquelles une personne âgée de 30 ans pourrait penser. Et ces idées, ce sont des choses qu'une personne, même âgée de 17 ans, ne pourrait pas penser. Alors, je pourrais parler de tous les challenges, les difficultés au Nigeria et aussi partout dans le continent. Mais c'est vraiment important de connaître la cause de ces défis. Et je dirais que c'est l'origine, la cause de ces défis est là où les règles ont été effectuées, la crainte de l'inconnu, là où les lois ont été créées. Et malheureusement, la plupart des personnes que vous rencontrez dans ces endroits, ce sont des mâles, ce sont des gens. Ce sont des hommes. Et secondo, ce sont des personnes qui ne sont pas au-delà de 50 ans. Est-ce que vous pouvez conclure rapidement? Je parle aussi lentement pour que les gens comprennent ce que je suis en train de dire. Alors, il n'y a pas lieu de parler rapidement. Alors, je parle de sorte que les gens comprennent. I would like to insist on what you've been saying and its importance. The fact that inclusion shouldn't be a mere representation, but a strategic. If you don't have women and a man, ne seront simplement pas présentes. Et je crois que ce message est extrêmement clair. Et la peur de l'inconnu aussi, tel que vous l'avez mentionné, je crois que ce sont des messages qui sont extrêmement clairs, extrêmement importants. Et donc, il n'y avait pas du tout l'intention de vous couper la parole, mais juste de pouvoir justement insister sur l'importance de ce que vous avez dit sur la dimension stratégique de l'inclusion. Merci beaucoup. Madame Goué, le ministère de l'économie numérique de Côte d'Ivoire, quels sont vos dossiers aujourd'hui les plus urgents, les plus importants pour aller plus vite, peut-être accélérer un peu et vous rapprocher du secteur privé dans l'agilité. Et voilà, quels sont les défis que vous voyez? Merci. En tout cas, ce débat, on l'a tout le temps, depuis les assises du numérique. Le secteur privé ne fait que nous titiller et ils ont raison. Ils vont vite dans les solutions parce qu'il y a la rentabilité des entreprises aussi qui est là et qui est pressante. Et donc, ils ont, eux, des innovations à leur niveau. Et ils ont besoin d'accompagnement et parfois, nous sommes un peu plus lents qu'eux. Et ça, ils nous le rappellent tout le temps. Il faut dire aussi que les processus de financement de nos projets ne facilitent pas les choses. C'est des projets qui sont étatiques et donc les systèmes de financement sont plus lents, plus organisés et souvent les projets effectivement prennent du temps à venir. Mais comme je le disais, nous sommes passés de schéma directeur en schéma directeur et il y a eu des réflexions depuis 2012 sur la plupart des défis au niveau du secteur du numérique. Et aujourd'hui, nous aboutissons à une stratégie nationale du numérique qui, je le disais tout à l'heure, qui reflète un peu les problématiques du secteur privé et des différents acteurs. Et au niveau donc du ministère,
stratégie répond à une vision. La vision qui est inclue dans le plan national de développement, qui est de faire du numérique un catalyseur du développement de la Côte d'Ivoire et de faire de la Côte d'Ivoire l'un des cinq pays, on va dire les 5 premiers pays au niveau de l'innovation en Afrique. Et donc, pour y parvenir, on a essayé de ranger tout ce que les discussions avec les différents acteurs ont donné au niveau de 7 piliers principaux, qui sont d'abord le pilier qui concerne les infrastructures numériques. Elle disait tout à l'heure qu'il fallait qu'il y ait la connectivité un peu partout et à coût abordable. Ça a été pris en compte. L'idée vraiment, c'est de permettre à tout le monde d'avoir la connectivité, même dans les coins les plus reculés. Et on sait ici que depuis les premiers schémas directeurs, notre backbone national est en cours et en phase d'achèvement maintenant. Et c'est pour permettre le haut débit au niveau de notre pays et couvrir les zones où les opérateurs ne vont pas tout le temps à cause du problème de rentabilité. Et en plus de ce projet, il y a d'autres projets en cours, comme le projet de faire parvenir la fibre à domicile. Ces projets sont en cours et actuellement, nous sommes en train d'échanger ici. Il y a aussi un atelier au Palm Club qui est en train d'éplucher tous ces projets qui figurent dans le plan d'action pour permettre leur réalisation effective. Donc, je parlais de 7 piliers. En plus de l'infrastructure du numérique, il y a les services. Aujourd'hui, pour recevoir un extrait de naissance, c'est vrai, il y a l'innovation au niveau de la poste de Côte d'Ivoire, mais la plupart de nous vont demander à un parent de faire l'extrait au village et puis de déposer dans un car et tout ça pour venir. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse accéder à tous ces documents sans vraiment ces différents intermédiaires. Bon, pour que ça puisse avoir lieu, il faut que la connectivité arrive dans les moindres hameaux. Et c'est ça le défi aussi. Et donc, on a pensé à le mettre dans la stratégie nationale. Les services financiers, aujourd'hui, je le disais, vous avez une affaire importante à régler partout dans le monde. La première solution à laquelle vous pensez, c'est comment je transfère de l'argent. Et donc, aujourd'hui, on est même assailli par des solutions de crypto-monnaie et tout. Comme elle le disait, la société civile même va aussi vite, les privés vont vite, les populations adoptent les solutions innovantes avant même que l'État parfois ne mette à jour la régulation, les réglementations qui existent. Donc ça aussi, ça fait l'objet d'un pilier pour qu'il y ait des projets structurants, qu'il y ait la réglementation qui soit adaptée à ces nouvelles innovations qui arrivent, à ces évolutions technologiques. Il y a l'environnement des affaires aussi qui est pris en compte. Pendant les échanges avec les privés, ça a été mentionné. L'État aujourd'hui a des entreprises privées, mais l'État n'est pas forcément consommateur, le premier consommateur des solutions qui sortent de là. Ça a été souligné, il faut que l'État puisse encourager ces entreprises, il faut que l'État soit lui-même consommateur des solutions qui viennent. Et au niveau de l'innovation aussi, qui est l'un des piliers qui a été abordé, nous avons récemment travaillé avec le secteur privé sur la Startup Act, qui nous a été réclamée à maintes reprises, et nous sommes vraiment à 2 ateliers encore avec eux pour parler de ça, et nous pensons que ça évolue vraiment bien. Le dernier pilier, c'est celui de la cybersécurité et de la confiance numérique qu'il faut assurer. Je sais qu'au niveau du régulateur, on a déjà le CERT et tout qui travaille dans ce sens-là, mais c'est déjà d'assurer la sécurité de nos données à travers la construction de nos data centers et tout ça. Et il y a beaucoup de projets à ce niveau-là qui sont en train de se faire. Donc, c'est pour dire que les différentes préoccupations du secteur privé, comme Gertrude le disait tout à l'heure, sont prises en compte parce que les échanges se font avec le secteur privé, avec les acteurs. Le processus est en cours et nous pensons que pour cette fois-ci, avec la stratégie qui est beaucoup plus globale et plus inclusive, on pourra atteindre des résultats escomptés. Voilà. Merci beaucoup, Madame. Et je pense qu'on a là encore
un très grand nombre de défis, un très grand nombre de dossiers, de dimensions de cette question. On a commencé ce panel autour de 10h45. On va le conclure à 11h45. On avait 1 heure. Je vais vous demander donc vraiment très rapidement un seul message. Il y a un message précis, court, que vous souhaitez passer. Est-ce que voilà, vous pouvez en faire votre dernier mot? Et je vais commencer donc avec Madame Oyoyo de la BAD. So, to end, I'm really proud of what is happening. Terminé, je voudrais dire que je suis très heureuse par rapport à ce qui se passe ici aujourd'hui, voir les Africains s'unir pour soutenir les efforts des Africains. Les efforts déjà réalisés, les progrès déjà réalisés, nous devons continuer de le faire. Vous savez, en travaillant seul, on ne peut pas aboutir à un résultat important, mais quand nous travaillons ensemble, nous pouvons aboutir à des grands et réels résultats. Donc, il est important que nous travaillions ensemble et les résultats clairs, les décisions claires se prennent lors de ces échanges, des échanges comme ce que nous avons ici aujourd'hui. Donc, merci, mesdames et messieurs, pour votre présence. My concluding word. Moi alors, la représentante du gouvernement me fusille du regard, mais mon mot de fin sera pour le gouvernement, effectivement. Oui, il faut oser le numérique dans les politiques de développement, et cela pour pouvoir rapprocher les administrations, des entreprises et les rapprocher également des populations. Il faut résolument oser le numérique, mais bien sûr en mettant des garde-fous, notamment en termes de confiance numérique, en termes de protection des données à caractère personnel et également en termes d'appropriation des usages du numérique. Merci. Merci. À vous. Alors, mon mot de fin, ce serait de proposer des pistes de collaboration entre État, secteur privé et société civile. Moi, je vais dire que je suis le fruit de cette collaboration parce que, comme je l'ai dit à l'entame, j'ai travaillé dans une plateforme qui faisait des recommandations très fortes à l'État en son temps, qui a permis la création aujourd'hui de plusieurs structures telles que le point d'échange Internet national, le CICERT. Donc ce serait à l'endroit de la société civile de ne pas se dire que le gouvernement a forcément constitué une barrière. Pour moi, faites des propositions de force et aller vers les structures étatiques et proposer-leur des collaborations concrètes. Arrêtons de nous plaindre dans nos salons, arrêtons de nous plaindre derrière nos téléphones et faisons vraiment des recommandations de force à nos structures étatiques qui ouvriront à coup sûr leurs portes, si ces propositions bien évidemment sont efficaces, sont concrètes, qui ouvriront leurs portes et c'est de cette manière que nos pays pourront être développés. Voilà. Merci, merci beaucoup. Japhet, your last word? It's not going to be my last word. For us today, not very last word. Thank you very much. I'd like to say that despite all the progress that has been made, there are some 700 million Africans that are not connected. We must go out of our way, whether as government or as the ones in the middle or as individuals, to connect them. Because without connecting them, we'll continue to create more inequality. So we must build the broadband assets that needs to be built. We must crash the cost. C'est très important. Si nous ne le faisons pas, nous manquons beaucoup de choses. Et nous devons le faire à travers le conteneur. Ce que je voudrais dire également, c'est que le problème à travers le continent, ou de moins c'est l'importance en termes de la technologie, c'est sa capacité d'améliorer le futur, l'avenir que nous aurons. Nous devons faire en sorte que la situation actuelle change en bien. Nous
devons donc tirer parti du développement technologique et également l'économie numérique. Donc, thank you everybody. Voilà, moi aussi, je voudrais donner ici mon mot de fin. Je voudrais emboîter le pas à Mireille qui parlait tout à l'heure des cadres d'échange. Il faut dire qu'à l'issue du sommet mondial de la société de l'information, il y a eu un cadre d'échange qui a été mis en place, on va dire, par les États qui étaient présents et autour de l'agenda de Tunis qui prend en compte les différentes questions qui sont abordées par la gouvernance de l'Internet. Et ces cadres d'échange-là, il s'agit de la gouvernance de l'Internet, du forum sur la gouvernance de l'Internet. Ce forum-là prend en compte tous les acteurs, gouvernement, secteur privé, société civile, académie, université, puis communauté technique. Donc tout le monde s'y retrouve. Comme Mireille le disait, ça ne sert à rien de rester dans nos salons et puis nous plaindre. Mais au niveau de ce cadre d'échange-là, on peut faire monter nos recommandations, on peut faire monter nos griefs ou nos propositions pour faire avancer la question de l'Internet. Et je pense qu'en Afrique, on a beaucoup dans chaque pays, le forum est représenté. Et donc, il faudrait se joindre au forum sur la gouvernance de l'Internet. L'autre difficulté que ce forum a dans les différents pays, c'est le financement. Et le financement se trouve au niveau des différents acteurs. Chaque acteur, le forum, c'est quoi? C'est l'élaboration des normes, des procédures et tout ça au niveau de l'Internet, mais leur application aussi par l'ensemble des parties prenantes. Et pour le financement de ces actions, le financement se trouve dans la main de ces parties prenantes. Il faudrait que le secteur privé se joigne à nous, gouvernement, qu'on se joigne aux académies universitaires, à la communauté technique et tout ça pour que nous fassions avancer les questions que nous abordons. Et ces questions-là, nous les connaissons toutes. La protection des enfants en ligne, les DNS, vraiment toutes les questions qui sont abordées et c'est important. Sans financement, il n'y a pas d'action. Généralement, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises, mais le financement pose problème et bon, on est obligé de lancer l'appel. Il faudrait qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, pour ce que je sais, la plupart des acteurs sont en train d'être approchés. La Côte d'Ivoire travaillait jusqu'en 2013 avec l'IGC, Mireille est là, mais après ça, les acteurs sont restés chacun dans leur domaine à travailler, à initier des actions fortes, mais qui ne remontent pas vers les organismes sous-régionaux, vers l'IGF mondial, parce que ça reste chez nous ici. Il faudrait qu'on se mette ensemble et qu'on travaille ensemble pour qu'on fasse remonter nos recommandations. Ça sera vraiment important. Je parle là à Gertrude qui me regarde, mais on a besoin vraiment de la participation de tout le monde, de l'appui de tout le monde et du financement aussi des acteurs. Voilà, merci à tout le monde de nous avoir joints à ce programme. Merci. Merci à vous. Je crois que ce format ne prévoyait pas d'interaction avec l'audience, mais je crois que nous avons tous beaucoup appris en écoutant nos panélistes. Donc, un immense merci, mesdames et messieurs, pour vos contributions. Je crois qu'ils sont très enrichissantes et qui vont servir vraiment à la cause de ce sommet d'Africtivistes. Un merci. Je vous demande de les applaudir à nouveau pour les remercier. Et un merci aussi personnel à nouveau de m'avoir associé à cet exercice. Ça fut un plaisir de modérer cette conversation et de revenir à Abidjan. Je rappelle que même en temps de crise à Abidjan, ça doit être l'un des rares endroits au monde où on trouvait une solution. Et même en plein couvre-feu à Abidjan, on trouvait la solution de rester en boîte toute la nuit à l'époque de la rébellion. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci.